Place à présent à l'invité du grand journal média Morning. La violence faite aux femmes et aux filles est l'une des violations des droits humains les plus répandues au monde et qui interpelle l'opinion publique sur l'effectivité des droits fondamentaux des femmes. Les chefs d'État et de gouvernement africains conjuguent leurs efforts pour éradiquer toute forme de discrimination à l'égard de la femme, en particulier la violence sexuelle en période de conflits et de catastrophes humanitaires. Les leaders africains soutiennent la masculinité positive qui constitue un des leviers essentiels à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour en parler, nous sommes en direct avec Madame Ilouad Elmi Mohamed, chef de division à la direction Femmes, Genre et Jeunesse à la Commission de l'Union africaine. Bonjour et merci d'avoir répondu, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors, des chefs d'État africains s'engagent à adopter une convention de l'Union africaine qui servira de cadre juridique pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles en Afrique. Comment est venue l'idée de ce projet ? Madame Ilouad, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Votre question est arrivée un peu plus tardivement, mais je pense l'avoir très bien compris. Donc, l'idée même de cette initiative qui maintenant va résulter à l'adoption d'une convention pour éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles en Afrique, première convention de ce type-là, est née d'un premier appel de la part des femmes leaders de l'Afrique, des femmes leaders qui se réunissent dans un réseau qu'on appelle African Women Leaders Network, AWLIN, dont la patronne est l'ancienne présidente du Libéria, son Excellence Ellen Johnson Sirleaf. Donc, cet appel est venu en fait lors de la recrudescence des violences à l'égard des femmes et des filles pendant la pandémie de Covid-19 en 2019-2020. Très bien. Concrètement, en quoi consiste ce projet de convention ? Donc, l'idée de cette initiative, donc vous nous en avez parlé, c'est vraiment parler de tout ce qui est masculinité positive. C'est un terme totalement nouveau en Afrique. Nous avons en fait la masculinité positive que nous aimerions mettre en premier lieu dans tout ce qui est violence à l'égard des femmes et des filles, parce que la violence, la plupart du temps, résulte des hommes et des garçons. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les hommes et les garçons vers une sensibilisation à l'égard des violences à l'égard des femmes. Et c'est un projet au plus haut niveau. C'est un projet. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qu'en est-il des défis qui peuvent entraver la mise en œuvre de cette convention ? En fait, les premiers défis, et ça c'est une excellente question, ce que nous avons relevé lors de la pandémie de Covid-19, c'est que malheureusement, les instruments qui existaient, tels que le protocole de Maputo pour les droits des femmes et des filles, ainsi que la Convention pour l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes et des filles des Nations Unies, malheureusement, n'a pas réussi à protéger en fait les femmes. Donc le défi aujourd'hui que nous avons et ce que nous demandons au niveau de l'Union africaine aux chefs d'État et de gouvernement, c'est de faire en sorte, lors de l'adoption de cette convention, d'avoir un texte qui va permettre d'avoir une véritable mise en œuvre des obligations qui vont incomber aux chefs d'État et de gouvernement une fois le texte de la ratification adopté, de la convention adoptée. Quels sont les acteurs qui vont devoir assurer la mise en œuvre de ce projet ?
Les acteurs, c'est les acteurs que nous avons déjà aujourd'hui parmi nous, donc les acteurs des médias, les journalistes tels que vous. Nous aurons énormément besoin de sensibilisation pour que le texte de la Convention soit connu, Mhm. ce qui empêche un petit peu la mise en œuvre généralement, c'est que les traités régionaux, les traités internationaux ne sont pas connus au niveau des citoyens africains. Donc aujourd'hui, nous appelons que ce soit nous, au niveau de la Commission de l'Union africaine, nous continuerons à travailler avec la société civile, nous continuerons à travailler avec les représentants des États membres, ainsi que, bien sûr, les médias pour sensibiliser par rapport à cette question et surtout pour sensibiliser sur l'existence même de ces traités internationaux et régionaux qui ne sont malheureusement pas connus par le grand public. Parlons maintenant du rôle des chefs d'État dans le soutien du concept de masculinité positive. Merci, c'est une excellente question. En fait, ce que je disais au début, c'est que cette initiative est une initiative de haut niveau, au niveau présidentiel. C'est une initiative qui appelle donc les chefs d'État et de gouvernement à prendre en fait la question en main, à faire en sorte que ce soit une question qui sera dans leur agenda. Nous avons au niveau de la Commission de l'Union africaine maintenant des champions qui vont travailler sur tout ce qui est relatif à l'autonomisation des femmes, à l'égalité des genres et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons déjà un premier champion sur le genre, son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo du Ghana. Aujourd'hui, on a un champion de la masculinité positive qui est le président actuel de la République démocratique du Congo, son Excellence Tshisekedi. Aujourd'hui, ce que nous avons et ce que nous espérons, c'est que cette question de masculinité positive, grâce au fait que chaque année maintenant, lors de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement à la Commission de l'Union africaine qui se tient donc en février chaque année, nous avons un rapport qui est fait sur la mise en œuvre de cette initiative de masculinité positive pour lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles, qui est vraiment un fléau dans notre continent. La réussite de ce projet nécessite un accompagnement, essentiellement un accompagnement Malheureusement, financier. oui. Qu'en pensez-vous? Effectivement, et c'est ce que nous faisons. Je vous parlais du protocole de Maputo pour les droits des femmes. Nous accompagnons en fait la société civile, nous accompagnons les États membres vers la mise en œuvre. Ce que nous faisons, c'est en fait des missions de ce qu'on appelle de sensibilisation pour la mise en œuvre des obligations qui incombent à l'État qui aura donc signé et ratifié l'instrument régional. Et c'est ce que nous mettrons en place une fois que la convention la convention pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles sera mise en œuvre. Il y aura des mesures d'accompagnement financier et technique. Comment cette convention pourra-t-elle se doter d'un caractère obligatoire et devenir une convention contraignante pour tous les États signataires? Donc, une fois signé, vous l'avez dit, une fois signé, une fois ratifié par un État membre, toutes les dispositions de la Convention seront contraignantes, dans la mesure où, lors de la ratification de cette Convention, l'État membre se verra obligé à mettre en œuvre et à domestiquer, premièrement. Domestiquer, cela veut dire à faire en sorte que les législations qui existent dans le pays, les mesures, les plans d'action, tout ce qui sera mis en place par l'État membre soit en fait en accordance avec les obligations et les dispositions de la Convention. Il y aura une deuxième étape qui est la mise en œuvre. Cette mise en œuvre, en fait, sera aussi une obligation par l'État qui aura ratifié la Convention. Il y aura par la suite, en fait, ce que nous appellerons en fait les rapports qui seront rédigés par chacun des États pour nous donner en fait un aperçu de comment la Convention sera mise en œuvre.
Donc oui, la convention sera complètement contraignante et devra être mise en œuvre par l'État membre une fois ratifiée. Elouad Elmi Mohamed, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chef de division jeunes et genre à la Commission de l'Union africaine.